rencontre est organisée dans le cadre du Festival Hors Limite, que je remercie ici à la personne d'Aloïs Guénéguès qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. On peut penser aussi à l'année du numérique de l'Université Paris 8, parce que cette année 2015, l'Université Paris 8 fête le Web 8.0. Du fait que Paris 8 peut se vanter d'être une des universités où on s'interroge le plus sur les liens entre, je vais enlever ça, ça fait cling-cling, entre le numérique et la création artistique. C'est surtout dans le cadre de l'UFR Texte et Société. Je vous rappelle qu'il y a un master de création littéraire qui est, en tout cas en France, pas unique en son genre, mais il n'y en a pas beaucoup comme ça. Je crois qu'il y en a un autre au Havre. Et il y a aussi le LABEX. Donc l'ABEX, c'est Laboratoire d'Excellence, c'est un investissement sur, je ne sais plus, 4 ans de 47 milliards d'euros pour favoriser le passage au numérique de toute la France entière. Donc il y a eu énormément d'argent injecté dans beaucoup d'instances d'enseignement et de recherche et de pédagogie. Et Paris 8 a été désigné pour organiser un laboratoire d'excellence sur justement l'art et le numérique. C'est le LABEX H2H. Donc on dit art et médiation humaine, qui explore les nouveaux liens entre les arts et la technologie. Et ils viennent de mettre en ligne une revue. C'est la revue hybride, c'est une revue donc en ligne, ça c'est petit 1, petit 2, c'est qu'elle est gratuite, qui parle en gros des humanités digitales, je ne sais pas si Humanum, ça vous dit quelque chose. La relation entre les technologies numériques et les pratiques artistiques et littéraires. Le premier numéro, c'est sur comment sauvegarder numériquement le patrimoine artistique, parce qu'on imaginait à un moment qu'avec l'avènement du numérique, on aurait une sauvegarde absolue de tout de façon éternelle, et on s'aperçoit qu'un support numérique, au lieu d'être éternel, a tendance à durer 2 ans et demi avant de s'évaporer. Voilà, donc si vous voulez aller voir tout le travail du LABEX et de la revue hybride, je vous y engage. C'est super intéressant. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans le grade de nos 2 auteurs ici présents. Je les remercie infiniment d'être venus si loin. Donc Fabrice Collin et Claron. Alors, très rapidement, ce dont on va s'entretenir, je vous le rappelle, c'est écrire pour être lu sur le net. Est-ce la même chose qu'écrire pour une publication classique? Y a-t-il là 2 façons d'écrire, voire 2 métiers différents? Claron et Fabrice Collin sont familiers d'édition classique en tant qu'auteurs, traducteurs, directeurs de collection. Et ils sont aussi familiers de l'écriture numérique, puisqu'ils sont rédacteurs de blogs qui débordent littéralement de visiteurs. En tout cas, moi je les vois très souvent passer sur Facebook. Donc, Fabrice Collin, à ma droite, auteur français, qui a œuvré pour commencer dans ce qu'on appelle les littératures imaginaires, on appelle ça littérature non mimétique. Donc science-fiction, fantastique, fantasy. On appelle ça aussi SFFF. On parle aussi de réalisme magique. Donc Fabrice Collin a d'abord été rédacteur de jeux de rôle pour la revue Casus Belli. Ça c'est quand tu avais 20 ans. Voilà, donc rédacteur de jeux de rôle, pigiste, puis collaborateur de la revue Casus Belli. Son premier roman, c'est 9e cercle, c'est en 97, c'est chez Nemos. Et depuis, il s'est illustré dans de nombreux domaines des littératures de l'imaginaire, puisqu'il a été 3 fois lauréat du Grand Prix d'imaginaire, et il écrit aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Donc pour les enfants, les œuvres connues, il y a Les Enfants de la Lune, il y a Le Projet Oxatane, Malédiction d'Oldavon, il y a aussi beaucoup de Petits Princes. Et là, il y a 49 dont le 2e tome vient de sortir. Et les romans adultes, c'est Dream Americana, il y a Orno to Be, Kathleen, etc. Donc Fabrice est aussi scénariste de BD, avec la BD rédigée avec Serge Lehmann, qui est... La Brigade Chimérique. Voilà, et qui va être adaptée. En tout cas, il y a des contrats signés pour qu'il y ait une adaptation en film d'animation. Enfin, la route est longue. La route est longue. Il est aussi auteur de pièces radiophoniques sur France Inter. Vous pouvez écouter. Notamment, là, il y a eu une série de scènes de ménage qui était très bien. C'est drôle et bien vu. C'était assez horrible. C'est comment s'entre-détruire
emménage au fil d'une discussion qui commence très innocemment sur, je sais pas, le mariage pour tous ou la grève de Radio France. Et il est aussi directeur de collection chez l'éditeur Sonati. Et tu es aussi membre du comité directeur de la SGDL, Société des gens de lettres. Et en plus, il arrive, je pense... non, tu ne dors pas souvent, en fait. Voilà, et en plus, il arrive à tenir un blog, Please Follow the Golden Path. On va passer à son voisin de droite, Claro, auteur d'une quinzaine de fictions. Donc il y a Livre 19 en 97, édition verticale, c'est Madman Bovary chez Babel, Cosmos chez Actes Sud en 2010, Plonger les mains dans l'acide, un culte en 2011, il y a Tous les diamants du ciel, Actes Sud en 2012, et puis il y a Le clavier cannibale et Cannibal Lecteur aux éditions Inculte. Et Claro est aussi très connu comme traducteur de l'américain. Donc c'est le traducteur de Gadis de Rushdie. Il a aussi traduit l'énorme La Maison des Feuilles. Et il co-dirige la collection Lot 49 au Cherche Midi. Il est membre du collectif Inculte et il tient un blog littéraire. Tout cela, leurs bibliographies sont absolument étonnantes et ils arrivent malgré tout à se consacrer à des responsabilités éditoriales et à tenir un blog. Donc je pense qu'il va y avoir plein de choses à nous expliquer sur l'art et la manière de faire tenir comme ça 25 heures en une seule journée. Donc je pense que j'ai assez parlé, je vais laisser la parole à nos invités. Donc j'aimerais déjà demander Fabrice Collin, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez déjà ardemment réfléchi au lien entre les nouvelles technologies et la création artistique au sens large? Ou est-ce que vous faites comme M. Jourdain, vous ne faites pas exprès? Alors, je pense qu'il y a peut-être deux aspects dans la question. Il y a la question du blog. Et là, effectivement, c'est un médium assez particulier. C'est gratuit. On n'est pas payé pour le faire. On fait ça sur notre temps libre qui, comme on l'a vu, n'est pas très extensible. On arrive à trouver de la place pour faire ça. Donc je pense qu'on peut se poser la question pourquoi on le fait. Voilà, personne ne nous y oblige, personne ne nous oblige à quoi que ce soit d'ailleurs en la matière. Et moi je le vois comme un espace de liberté où je peux raconter des choses comme je les raconterais finalement à des amis, ce qui est un peu le cas en quelque sorte parce que les gens qui lisent régulièrement ce blog, je pense que la plupart je finis par les connaître. Enfin, il y a aussi évidemment, il y a une majorité silencieuse, mais je sais qu'il y a des gens qui viennent assez régulièrement. J'aime bien cette espèce de système de journal intime à accès libre, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, on a toujours l'impression de prêcher dans le désert, en tout cas d'écrire des choses un peu pour soi-même, puis on sait qu'il y a des lecteurs. Pour moi, c'est un petit peu un déversoir, en fait. C'est-à-dire que je vais parler de ce dont vraiment j'ai envie de parler, presque de façon un peu mondaine comme ça. Donc ça peut être un livre, ça peut être un fait de société, ça peut être un groupe de musique. En gros, ça se partage entre ces trois pôles-là. Il peut y avoir des espèces de billets d'humeur, quoi, qui vont toujours être quand même plus ou moins politisés. Il y a des conseils restaurants quand même des fois. Il y a des conseils restaurants, mais rarissimes. Hein. Mais c'est vrai qu'il y en a eu. Cuisine asiatique en général. Ouais, absolument. C'est toi alors mon lecteur finalement. Ouais. Ça y est, je me demandais. Et puis il y a, il y a eu des moments. Je racontais mes vacances aussi. C'était extrêmement narcissique. Ça faisait beaucoup rire les gens parce que je pratiquais une sorte d'autofiction, je romançais légèrement, c'est-à-dire qu'il se passait, ça merdait un peu plus que dans la vraie vie, juste un peu plus. Et en fait, ensuite, je les faisais lire à ma femme qui, elle, pensait que ça s'était passé exactement comme ça. Donc ça en dit long sur les rapports entre l'écriture et la réalité, comment ils peuvent se façonner l'un l'autre. Voilà, ça c'est pour le blog. Je pense qu'on en parlera peut-être plus avant. Maintenant, sur l'écriture numérique elle-même, c'est quoi la question? C'est est-ce que ça
Le sentiment sur l'édition numérique, par exemple ou Il y a des gimmicks dans l'écriture numérique qu'on ne retrouve pas dans l'écriture papier. Parce que c'est pas la même chose de lire sur le papier que de lire sur un écran. Et un livre est souvent quelque chose de plus sobre qu'un écran. C'est une écriture moins récréative et plus travaillée. Voilà. Est-ce que toi, c'est un sentiment que tu travailles moins l'écriture pour le blog que pour l'édition? Tout simplement peut-être parce que quand tu travailles pour être publié papier, bah, tu es beaucoup plus payé que pour un blog. Bah oui, beaucoup plus que rien, quoi, en fait. Donc c'est sûr. Après, oui, c'est des choses que je fais vraiment sur mon temps libre. On est dans une activité où nos revenus, puisqu'il faut vraiment parler argent, sont directement indexés sur notre travail. Et donc, dès qu'on fait quelque chose qui n'est pas payé, on peut se poser la question de ce qu'on doit. Parce que je trouve que c'est une question assez intéressante, ça. C'est-à-dire, en gros, je ne suis pas payé pour faire ça, donc est-ce que je vous dois quelque chose? Parce que une fois, j'ai une lectrice qui m'a dit, oui, il y a des coquilles quand même, vous pourriez faire gaffe et tout. Alors, ma première réaction était de dire, oui, enfin, vous êtes gentil, mais déjà, je fais ça un peu sur mon temps libre. Puis je me suis dit, mais si je réponds ça, elle va me dire, mais personne ne vous demande rien. Donc c'est vrai qu'on se doit non, de chiader un peu le truc, comme si on le présentait, je pense, à un éditeur. Ce qui n'est pas très dur quand la majorité des posts se résument à 2-3 paragraphes, ce qui est mon cas. J'ai pas beaucoup de temps quand même, malgré tout, à consacrer à ça. Donc évidemment, je relis les choses avant de les poster. Petit avantage, c'est que s'il y a vraiment une faute énorme, bah, des gens sympathiques peuvent vous la signaler et vous pouvez la corriger. Donc voilà. Oui, pour moi, il y a une différence parce que de toute façon, j'écris pas du tout la même chose. C'est pas de la fiction, mais j'écris principalement de la fiction. Là, c'est plutôt de l'ordre du billet, du commentaire, de l'humeur. Enfin, c'est très volatile comme ça. Donc, il y a certainement un ton qui est un peu plus relâché. Et je pense que si je continue à poster, c'est justement parce que je recherche un peu cette liberté, ce travail hors contrainte, hors regard d'un éditeur, pas de problème de commercialisation de quelque chose. Après, on peut quand même noter, puisqu'on sait combien de gens viennent sur nos blogs, que tel ou tel sujet n'attire pas le même nombre de lecteurs, loin s'en faut. Et que plus on poste, enfin moi, dans mon cas, ce qui me chagrine un peu, c'est que plus je poste quelque chose qui m'intéresse vraiment moi, moins je vais avoir de lecteurs. Donc c'est pour ça que j'ai essayé les restaurants à un moment. Mais voilà, c'est sûr que si on balance un truc un peu polémique, par exemple, bon bah, il va y avoir beaucoup plus de gens que si on assène quelque chose sur, je sais pas, le dernier Will Self, où de toute façon personne l'a lu, donc les gens restent un peu en retrait par rapport à votre post en disant certes. Généralement, ce sont des posts qui déclenchent aucun commentaire parce qu'on voit pas très bien ce qu'on pourrait ajouter à ce qui ressemble un peu à une affirmation, quoi. Ce livre est bien, je suis à peu près le seul à l'avoir lu, donc je vous le conseille. Voilà, ça laisse les gens un peu pantois souvent. Moi, le but est que ça déclenche en fait des actions d'achat de livres, tout simplement. En fait. À toi, Claro. À toi, Claro. En fait, j'ai l'impression que quand on parle d'écriture numérique, parce que là, il y a quand même deux choses, hein. Il y a lire sur écran et écrire sur écran. Le fait est que, comme on le disait un peu avant la rencontre avec Fabrice, c'est vrai que l'électricité a beaucoup changé notre vie. Ce que je veux dire, c'est que depuis qu'on écrit, de toute façon, on écrit avec des machines, plus ou moins électriques, mais enfin maintenant certainement électriques et électroniques. Donc notre habitude est de toute façon d'être confronté à un écran. Donc ça, c'est une démarche qui fait que du coup, même le passage au blog, dont bien sûr je vais parler, ne change pas énormément. Je pense pas que ça se joue là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est
c'est des questions de réactivité. C'est-à-dire que, voilà, quand vous faites un livre, vous vous engagez sur du temps. Vous ne savez pas combien de temps l'écriture du livre va prendre. Vous ne savez même pas si vous allez le finir. Hein. Il peut toujours y avoir un problème structurel ou d'écriture en cours. Voilà, vous partez à l'aventure. Après, il faut le temps de le finir, de l'envoyer à l'éditeur. Tout ça prend du temps, d'avoir des réactions. Il y a peut-être justement chez l'écrivain des fois un désir de quelque chose de plus immédiat, d'avoir un retour hein, quand même, de créer des lecteurs plus vite, d'avoir des réactions de lecteurs plus vite, dans la mesure où c'est un travail un peu entre guillemets voilà, solitaire. Donc j'avoue que moi j'ai été tenté par l'écriture numérique au sens l'interface du blog pour pouvoir instaurer un rythme qui maintenant est quasiment quotidien avec des lecteurs. Alors ce qui est intéressant, c'est que au début, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Je ne savais même pas si j'allais créer un site, je ne savais pas trop ce que c'était qu'un blog, ça fait maintenant 6-7 ans. Je ne savais pas si j'allais mettre des extraits de choses en cours, si j'allais donner mon petit avis comme ça, enfin bref. Mais ce qui m'intéressait justement, c'est que c'est la pratique du blog, des tâtonnements, de voir qu'est-ce qui était satisfaisant pour moi ou éventuellement dans les réactions, qu'est-ce que j'allais en faire. Au bout d'un moment, je me suis aperçu que de deux choses. D'abord, c'était important pour moi de faire un blog comme retour de lecture par rapport au livre que je lisais, parce que c'est quand même voilà, un blog d'écrivain, je trouve que ça doit quand même rester un petit peu axé sur l'écriture et la lecture. Donc ça me permet d'inscrire des traces de lecture des livres que je lis. Voilà, parce que j'en lis pas mal, donc les livres se chassent un peu l'un l'autre, donc j'aime bien avoir une trace. Et l'autre chose qui m'intéressait, c'est de me dire, bon, si je parle des livres, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée, plutôt que de raconter juste de quoi parlent ces livres, de chaque fois les aborder par l'écriture? Parce que c'est peut-être quelque chose qui me manquait quand je lisais des critiques papier ou même des critiques sur blog, c'est que très souvent on ne parle pas d'écriture. Alors évidemment c'est compliqué parce qu'on est dans des formats assez courts, parce qu'on sait bien que si on fait... On ne peut pas faire 30 000 signes sur un blog, sinon les gens ne lisent pas forcément, ne font pas défiler l'écran. Mais voilà, donc chaque fois je me suis dit, essayons d'abord de parler des livres vraiment d'un point de vue stylistique. Et le deuxième chose qui m'a intéressé, c'est de me dire, est-ce que parce que c'est un blog, parce qu'on n'est pas payé, parce que c'est fait aussi dans une urgence, est-ce qu'il faut baisser la garde au niveau de ses exigences littéraires, stylistiques, personnelles, etc. Est-ce que ce ne serait pas justement un exercice intéressant d'essayer quand même que ce blog soit, l'expression est débile, hein, mais bien écrit, c'est-à-dire quand même d'entrer en empathie avec le livre dont on parle et d'essayer de continuer à faire quelque chose, parce que du coup, ça oblige à une écriture critique, qui n'est pas mon activité principale. Moi, c'est d'écrire plutôt de la fiction. Donc, du coup, il faut inventer une écriture critique qui puisse tenir je sais pas, en 3000 signes. C'était aussi le besoin de parler de livres qui, malheureusement, reçoivent très peu d'écho dans la presse parce qu'ils sont publiés de façon plus ou moins confidentielle par des petits éditeurs, etc. Donc il y a eu toute une galaxie comme ça de contraintes, d'envie, de désirs, de curiosité qui a structuré au fur et à mesure mon blog, Le Clavier Cannibale, avec effectivement de temps en temps des billets d'humeur, des choses un peu plus grinçantes ou acides. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, ça rejoint ce que disait Fabrice, dès qu'on est sur de la polémique ou de la critique avec une part de mauvaise foi qui me paraît toujours indispensable, il y a toujours beaucoup plus de réactions. Et souvent, j'ai des gens qui me parlent de ce blog en disant c'est vraiment un blog où tu peux casser, où tu peux être méchant. Alors que je pense que si je faisais des statistiques, je pense qu'il y aurait 90% des textes sur mon blog qui sont vraiment des articles entre guillemets de fond et de réflexion sur des livres, et peut-être que 10% qui sont des coups de griffe comme ça. Mais effectivement, comme on est dans le réactif, c'est dès qu'on est dans la critique que ça marche le mieux. Après, voilà, ça permet à... Est-ce qu'il y a vraiment un feedback? Alors, c'est-à-dire que nous, on n'a pas... Je ne sais pas si toi, tu as beaucoup de commentaires, de choses comme ça. Moi, des fois, j'ai 2-3 commentaires par jour que je... Comment on dit? Pas que je contrôle, que je valide, que je modère. Mais bon,
c'est normal de ne pas en avoir beaucoup. Quand vous faites une critique d'un livre, bon, bah, voilà, soit les gens l'ont pas lu, ils ont envie de le lire, ils vont pas forcément laisser un commentaire pour dire ah super, j'ai envie de le lire. C'est pas du tout comme le blog d'Assouline où il a à chaque fois 200 commentaires qui d'ailleurs n'ont strictement rien à voir avec le sujet. Enfin, ça, pour parler techniquement, ça part en couille. Donc le retour est pas, voilà, il n'est pas non plus dans le nombre de visites parce que même si on a des compteurs et qu'en gros, je sais que j'ai 1500 visites par jour, on n'est pas naïf au point de penser que c'est 1500 visites posées, pondérées, étudiées, voulues même, parce que les gens vont sur les blogs, poussés par des moteurs de recherche, des tags, des choses comme ça. Moi, je m'amusais des fois, justement, même quand je faisais un article de fond sur un bouquin, à mettre en tag chienne, Britney Spears, éjaculation faciale, des choses comme ça. Et ça augmente tout de suite, évidemment, le nombre de visites. D'ailleurs, j'étais toujours étonné parce que je me suis aperçu que l'article sur mon blog où il y a eu le plus de visites depuis 7 ans et qui reste toujours en tête, il est indétrônable, je ne sais plus combien de visites il a. En fait, c'est un article sur un bouquin qui s'appelle Microbe, qui est paru chez L'Arbre Vengeur, qui est un petit recueil de nouvelles de Diego Vecchi. Et j'ai fini par comprendre qu'en fait, les gens y allaient parce que le texte s'appelle Microbe et que dans les recherches principales qui sont faites sur l'Internet, à part le sexe, c'est souvent voilà, des pathologies. Et venait en deuxième, d'ailleurs, dans les autres pathologies, un article que j'avais fait sur un livre paru chez Inculte qui parlait des armes. Donc voilà, il y avait des noms d'armes qui étaient cités dedans. Donc du coup, c'était pour ça. Donc voilà, ça permet de nuancer et de se dire que voilà, tous les gens qui vont sur votre blog n'y vont pas pour ça. Après, il y a un côté des fois qui peut être un peu frustrant, c'est que souvent on s'aperçoit, je rencontre souvent des gens qui lisent mon blog, qui m'en parlent, et en fait qui n'ont pas lu mes livres. Donc c'est pas non plus... parce que on pourrait penser des fois que c'est comme une espèce de plateforme promotionnelle, mais une fois de plus, c'est un blog, c'est pas un site. Je pense qu'un site, lui, a une vraie vocation promotionnelle, où on peut donner des extraits, des articles de presse. Toi comme moi, je pense qu'on le fait à l'occasion, c'est-à-dire qu'effectivement, si on sort un livre, ben, on va donner des infos, ce qui me semble la moindre des choses à faire. C'est pas du ego surf ou du narcissisme, c'est voilà, donner des infos, même par rapport à l'éditeur. Je pense que c'est intéressant pour lui qu'on relaye ces infos, des rencontres, des lectures, etc. Mais en tout cas, c'est voilà, enfin, moi, mon expérience du blog est devenue, je me suis astreint vraiment au bout d'un moment à le faire de façon quotidienne. Et du coup, c'est vraiment un rituel du matin qui permet comme ça de faire un peu une gymnastique, d'essayer de tenir un certain rythme aussi dans les lectures, en prenant des notes, enfin voilà, en retrouvant ce goût d'une lecture un peu active et en essayant de le faire partager. Il y a des blogueurs qui répondent, qui commentent les commentaires. Et je pense que les gens, parfois, il y a une espèce d'étiquette, ils s'attendent un peu à ça. C'est-à-dire qu'ils ont dit un truc, il faudrait leur répondre encore. Il y a des gens qui sont passés maîtres dans cet art-là. C'est une sorte d'encouragement. C'est en gros, merci de m'avoir commenté. Alors je vous réponds, merci pour ce commentaire. Puis alors l'autre va mettre de rien, etc. Donc on peut vite arriver à 14 commentaires comme ça. Alors que moi, le maximum, ça doit être 5 ou 6, quoi. Et de toute façon, voilà, ce truc de commentaires, il me semble qu'à un moment, tu les avais fermés, toi. Ouais. Bon, c'est-à-dire, on se demande un peu si ça sert vraiment à quelque chose. Moi, je laisse ouvert. On a toujours l'espoir qu'en fait, moi, c'est aussi un blog de découverte culturelle, en gros. Des choses qu'on veut faire partager, comme dit Claro, des choses qui, des fois, n'ont pas vraiment eu les honneurs des médias institutionnels. Donc, on essaie de contourner ça. Et je pense qu'il y a pas mal de blogs qui font ça, toutes ces petites voix finissent par en constituer une plus grosse. Mais en revanche... les seuls commentaires, moi, qui peuvent vraiment m'intéresser, en gros, c'est, je parle sur des sujets culturels, ces gens qui vont rebondir sur autre chose en disant, vous devriez lire ceci, cela, quoi. Ce qui arrive assez rarement. Ou alors, il faut vraiment poser ostensiblement la question, aller un petit peu à la pêche en disant aux gens, conseillez-moi des trucs, c'est quoi vos livres préférés, etc. Bon, on fait ça une fois, c'est pour Noël, quoi. D'accord, donc si je veux essayer de résumer, pour Claro, c'est très clair. Le but est d'avoir une réactivité du monde extérieur, des lecteurs de son blog, une réaction
Parce que sinon, il y a un isolement de l'écrivain qui peut être Et pesant au fil des je mois. voudrais nuancer en fait, parce que c'est pas tellement d'avoir une réaction, parce que justement on l'a pas toujours, mais c'est de savoir que il y a cette possibilité que tous les jours, voilà, des gens te lisent, au lieu d'être dans le rythme très différent du livre qui est tous les 2 ans, etc. Et que donc il peut y avoir après dans différents cas de rencontres ou etc. Interaction à partir de là. D'accord. Et pour Fabrice, là j'ai un peu plus de mal à cerner parce que tu nous as bien dit que tu postais différents types de blogs, que bon, c'est pas du marketing parce que ça marche pas. C'est pas vraiment de la distraction parce que tu as peu de temps. En plus, les lecteurs te demandent une qualité pro, hein, même si c'est gratuit. Enfin, c'est arrivé, hein, mais voilà. Non, mais comme disait Clara, on s'astreint, on essaye de faire quelque chose de bien, parce qu'effectivement, ça serait un peu dommage de pas le faire. Mais globalement, je le fais parce que, oui, c'est des impulsions. Moi, je poste pas tous les jours. J'aimerais, hein, tu as mentionné tout à l'heure la journée de 25 heures. Si j'avais cette 25e heure, je pourrais l'utiliser à ça. Je l'ai pas tous les jours. J'ai toujours des scrupules quand je suis en retard à faire ce truc qui est complètement gratuit à la place, qui est posté sur le blog. Hein. Et en même temps, c'est aussi pour ça que j'aime le faire. C'est précisément parce que c'est gratuit. Donc, Je peux faire une remarque, comme ouais. ça tu vas compléter pour savoir si c'est D'accord. une réalité ou pas. Mais moi, au début, je ne le faisais pas de façon régulière, ce blog. Des fois, je pouvais l'arrêter 10 jours ou 5 jours, bref. Et en fait, je me suis aperçu que moins on l'alimente, moins il est suivi. Et, par exemple, quand on arrête 10 jours et qu'on recommence, même avec des relais comme Facebook ou Twitter, c'est toujours un peu lent. C'est-à-dire que les gens voilà, ont vu qu'il ne se passait rien pendant tant de temps, que c'était un peu des fois en friche à l'abandon, ils y vont de moins en moins. Et en revanche, je me suis aperçu qu'en étant tous les jours dessus, en faisant voilà. Donc je sais pas si toi tu constates, Ah bah oui, ouais. toi c'est quand même très très irrégulier, même si c'est plus varié. Est-ce que tu as constaté Oui, bien sûr. À un moment, tu as l'impression que les gens se sont éparpillés et il faut revenir les chercher. Moi, ce que j'aime bien en tant que lecteur de blog, et donc ce qui serait pas mal que j'arrive à faire en tant que rédacteur, c'est effectivement de m'astreindre à cet exercice-là aussi. Le concept que je trouve sympa, c'est le fait que les gens regardent ça le matin, en fait. Alors, ça peut être le post de la veille, hein, en l'occurrence, mais il y a des gens, pas mal, dans les lecteurs de blog, qui s'en font 4 ou 5 en fait le matin comme ça, au lieu de lire Libé ou je sais pas quoi. Chaque matin, ils lisent, ils ont un rendez-vous quoi, et ils vont lire 4-5 blogs comme ça qui sont auxquels ils sont abonnés, ou en tout cas qu'ils ont l'habitude de consulter régulièrement. Et ça, c'est quelque chose, c'est un concept éminemment sympathique quoi, le petit rendez-vous. Moi, j'imagine les gens avec le café. En train de lire le petit texte, ça c'est sympa. Dans le côté moins sympa qui m'a poussé à arrêter de parler de mon activité éditoriale, c'est qu'en fait je suis lu par pas mal de mes éditeurs qui en profitent pour me fliquer un petit peu. Et comme je suis en retard sur un truc parce que j'ai privilégié autre chose à la place, si je le dis de façon sans équivoque, on me dit, bah dis donc, pas étonnant que tu m'aies rendu le truc en retard parce que tu es en train d'écrire autre chose. Et c'est assez marrant ces moments-là parce qu'en fait, on tombe un peu des nues. C'est comme quand vous vous rendez compte que en fait, votre mère lit votre journal intime depuis 3 ans, quoi. Alors qu'il est resté sur le bureau et c'était évident qu'elle allait le faire. Le blog est pas planqué, donc oui, les gens peuvent lire ça. Et j'aime bien cette idée de, voilà, on sait pas qui c'est, quoi, en fait. Et donc, effectivement, il y a différentes sortes de lecteurs. Il y a des gens qui vous lisent que pour ça. C'est même pas des fois qu'ils n'ont pas envie de lire vos livres, c'est qu'ils savent pas que vous en écrivez. Ils ont pas cherché plus loin. Mais ce côté aussi de vraiment des gens qui viennent des fois dans les salons en disant que ils apprécient ça, ils ont découvert des choses. Moi, si je devais juste synthétiser, parce que je suis un peu parti dans tous les sens sur pourquoi j'écris pourquoi j'alimente ce blog. Pour moi, le côté vraiment faire découvrir des choses, ça me fait très plaisir. Des gens, c'est mon plus grand plaisir en salon quand on vient me dire j'ai lu tel truc grâce à vous.
Des fois, ça peut être à cause, mais généralement, c'est quand même grâce. Et voilà, j'ai découvert ça, j'ai découvert ce groupe, je suis allé voir telle expo, j'ai lu ce bouquin. C'est toujours quelque chose qui est gagné, quoi. Si je vous parle de Debord, de Deleuze et de la société du spectacle et d'Internet comme un réservoir à simulacres, c'est-à-dire des copies qui ne renvoient à rien, qu'est-ce que vous en dites? Et est-ce que vous essayez, vous, dans votre blog, de faire du style ou de faire ce que Hemingway et Stendhal nous ont suffisamment rabâché, une écriture vraie? Voilà, essayer d'exprimer une partie du réel. Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt un endroit où on expérimente, tel le savant fou dans son laboratoire? Est-ce que ça vous intéresse, ce type d'interrogation sur le sens de ce que vous faites et la complexité de ce que vous faites? Ou est-ce que le blog, c'est juste le moment où on se détend avant d'écrire des vrais livres et de réfléchir à des vraies questions? Non, mais c'est bien parce que justement, je voulais parler de ça sur comme on est dans un autre domaine que le livre, un domaine de l'immédiateté, du réactif. On a tendance aussi à être plus connecté, on va dire, sur entre guillemets l'actualité. Et c'est vrai que moi, c'est un problème qui me titille souvent. Voilà, donc. Il y a des livres dont je parle, et puis de temps en temps, j'ai envie de réagir sur... alors, il y a deux autres niveaux qui sont possibles, c'est-à-dire que je peux aussi, pourquoi pas, parler d'un film, hein, ou éventuellement d'un disque. Et puis, il y a des choses plus relevant de l'actualité. Je peux avoir envie de parler de la montée du FN, du mariage gay, des choses comme ça. Et chaque fois, c'est vrai que je me pose une question qui est normale, hein, qui est de légitimité. Donc je me la pose même pour parler d'un film. Voilà, je suis écrivain, je fais des livres, donc j'ai des questions stylistiques très particulières qui me préoccupent. Mais est-ce que je peux parler d'un film? C'est-à-dire que je me dis, si je veux parler d'un film, il faudrait peut-être que je maîtrise un petit peu peut-être les codes du langage cinématographique, parce que je ne vais pas juste raconter l'histoire en disant c'est un super beau film, ils s'embrassent, ils meurent, etc. Ça n'a aucun intérêt. Donc il faudrait quand même que je parle, pas forcément technique, mais peut-être voilà, l'image mouvement pour parler de Deleuze, pour peut-être parler du cadrage, de choses comme ça. Donc forcément, c'est plus compliqué parce que j'ai pas tous les outils. Donc souvent, je vois à peu près un film par jour, mais c'est très très rare que j'en parle sur mon blog parce que je me sens pas. C'est pas que légitime, hein, c'est des fois ça serait dommage de parler d'un film, on va dire, de façon un petit peu légère, alors que j'essaye d'être plus profond quand je parle des bouquins. Après, il y a la question de l'actualité qui est toujours très compliquée. C'est vrai qu'il y a des choses complètement épidermiques et on se dit on ne peut pas ne rien dire. À la fois, il faut faire évidemment attention, hein, parce que c'est toujours le problème. C'est pas parce qu'on est écrivain qu'on a des choses intelligentes à dire, qu'on va avoir des réactions. Et puis justement, on est confronté à l'impulsif, au réactif. Alors que notre travail en tant qu'écrivain, c'est absolument tout sauf l'impulsif et le réactif. C'est toujours pour prendre un concept deleuzien, c'est le détour. Hein. On va jamais droit sur les choses, on les contourne. On prend du temps, on laisse macérer les choses. Voilà. Donc à la fois, chaque fois que j'interviens sur des faits, on va dire des faits de société, pour parler largement, j'ai toujours un doute. Je me dis... Et à la fois, comme on est dans le blog qui a une interaction avec des lecteurs, on se dit c'est peut-être une façon aussi de leur montrer voilà, qu'on n'est pas complètement coupé du monde et qu'on fait des choix, qu'on est dans certains camps aussi sur certaines choses, qu'on va pas transiger sur certaines questions et que parallèlement à tout ce qu'on écrit, on a quand même des avis qui peuvent changer. Il y a des questions comme ça et qui permettront peut-être justement de faire le détail et de se composer une communauté invisible de lecteurs qui sauront au moins à qui ils ont affaire. Mais c'est toujours très 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 compliqué parce que comme on est devenu une sphère sociale comme ça, interconnectée de réseaux, où tous les jours, des milliards de gens donnent leur avis en 140 signes ou en 2 lignes sur tout et sur rien. On se dit, si on le fait, finalement, ça se perd dans un magma opinionnesque comme ça, sans grand intérêt. Donc,
chaque fois, voilà, si on le fait dans l'espace du blog, il faut que ça fasse un certain format, pas que ça soit trop long, et puis il faut que ça puisse fonctionner comme les autres textes qu'on fait, c'est-à-dire par l'écriture, hein, puisque c'est quand même, on peut supposer par ça qu'on est choisi par les lecteurs pour notre écriture, pas pour nos idées ou nos goûts ou nos appétits. Bah, ouais, j'ai tendance à te rejoindre pas mal, parce qu'effectivement, je pense qu'on a tous des moments de rejet face à Facebook et Twitter notamment, parce que s'y expriment une logorée permanente d'opinions. Il n'y a plus vraiment de question de légitimité, et à la fois c'est super, la parole est plus confisquée. En même temps, on a l'impression d'un concert de voix discordantes qui amène à rien. Corollaire de ça, il y a aussi des gens sur les réseaux qui sont extrêmement compétents dans un domaine. Et il y a toujours cette crainte de balancer, notamment sur des sujets sociopolitiques, des généralités, voire des contre-vérités ou des choses un peu imprécises. Et de voir arriver la personne qui va réellement nous expliquer la vie en disant voilà, ça c'est une erreur factuelle, vous racontez n'importe quoi, vous êtes bien tous les mêmes. Et voilà. Donc moi je me méfie de plus en plus de ça. J'ai aussi un petit problème avec ce truc de l'écrivain qui se mettrait toujours en avant, et je suis le premier à le faire, pour expliquer à quel point il est un être humain super en fait, et que oui, comme vous, il est de gauche et il est pour le multiculturalisme et pour le mariage gay, et il aime tout le monde et c'est super. J'ai l'impression que là, des fois, on peut tomber un peu dans un travers d'autosuffisance et d'autopromotion. Ça peut me déranger, ça peut me freiner. Quand il y a eu la tuerie de Charlie Hebdo, j'ai commencé à poster un truc, puis je l'ai enlevé, en fait, je crois, le lendemain. Parce que je sais plus pourquoi, en fait, mais ça me paraissait déplacé. Enfin, il y a un moment, on se dit juste là, on a ajouté une parole à des millions de paroles, et puis en fait on se dit tout le monde s'en fout, et peut-être c'est aussi un moment de se taire, et le fait de se taire peut être aussi une façon d'exprimer quelque chose. Voilà, si t'as rien de plus intéressant à dire que le silence, tais-toi, disait je sais plus quel, peut-être Confucius, quelque chose comme ça. Mais oui, quand on va parler par exemple d'un film, moi ce que je fais assez souvent, j'ai choisi un parti pris qui est assez simple, qui est vraiment celui de l'émotion. Moi, j'ai aucune compétence de critique cinématographique. Il faut quand même bien se souvenir. Des fois, il y a des malentendus là-dessus. Les gens pensent qu'on écrit des critiques. On est obligé de leur rappeler que non, on est plutôt dans de la chronique. Je vous raconte un petit peu ma vie, je donne un avis sur un truc, c'est Café du commerce amélioré. Alors comme Café du commerce, on le subit déjà dans nos vies, effectivement on essaye d'apporter à ça, enfin moi j'essaye d'apporter une patine, quelque chose qui va faire que dans le phrasé, dans la façon d'exprimer justement les émotions qu'un film a pu susciter en moi, je vais essayer d'y mettre les formes et encore une fois de donner envie. Dans la question du sens, il y a un truc que tu n'as pas évoqué, qui te concerne, je pense, plus particulièrement, c'est le fait de, voilà, est-ce qu'on doit toujours être gentil, par exemple. Et ça, c'est une question qui pose problème à plein de gens. Voilà, de toute façon, c'est une question universelle, et on peut être sûr que si on démarre un débat là-dessus sur Facebook, par exemple, là, il va y avoir beaucoup de commentaires. Puisqu'il y a ce grand truc de si t'aimes pas, t'as qu'à pas en parler, t'as déjà pas la place de parler des trucs que t'aimes. Il y a aussi t'as qu'à faire mieux. Il y a aussi mais c'est de la création, tu te rends pas compte le travail que ça a demandé, comment tu oses en 3 lignes défoncer un truc. Bon. Et puis on a évidemment on a des parades et des réponses à toutes ces questions, mais on ne va pas les rappeler à chaque fois. Et donc, à chaque fois qu'on va prendre le parti de dézinguer un film ou un livre, c'est là-dessus généralement qu'on peut avoir des commentaires. Et ça peut être aussi la contrepartie
Il y a une dynamique un peu spécieuse, notamment sur Facebook. C'est-à-dire que c'est quand même un peu le règne de l'autocongratulation et des gens qui viennent vous dire ah ouais, t'as trop raison. Bah, ça dépend des gens. Mais quand on va publier un billet comme ça, ouais, moi je vais défoncer par exemple Lucie de Luc Besson. Bon, c'est pas très difficile. Alors là, je le dis tout de suite, c'est vraiment de l'ordre du plaisir personnel, presque de comme le blog de Odieux Connard, là, par exemple. C'est-à-dire, on rigole, c'est de la pochade. Le truc est tellement grotesque, c'est marrant de le défoncer. Bon, c'est presque grotesque aussi. Bon, il y a une espèce de contre-pouvoir, à mon sens, assez innocent. Enfin, Luc Besson, ça l'empêche vraiment pas de vivre. J'ai pas l'impression de faire du mal à quelqu'un. C'est plutôt une rigolade entre amis. On a comme aussi le droit de dire que des trucs sont affligeants. Par contre, c'est vrai que les commentaires qu'on va recueillir sur ce genre de billets, ça va être ah ouais, c'est moi aussi la pire merde que j'ai jamais vue. Donc en fait, ça fait pas vraiment avancer quelques débats que ce soit, même si c'était pas l'idée initiale. En revanche, moi je pense des fois à ça, je me dis il est possible que je perde des lecteurs, c'est-à-dire des gens qui se disent mais quel connard, d'où tu te permets de raconter ça? Et ça, j'y ai pensé en fait parce que quand j'ai parlé de Lucie, de Luc Besson, il y a un copain qui m'a envoyé un lien sur une vidéo YouTube où il y a un type qui doit avoir quand même pas tout jeune, il doit avoir une trentaine d'années, qui fait une chronique en 10 minutes de ce film. Et il a les larmes aux yeux, en fait, parce que c'est peut-être la plus belle chose qu'il ait jamais vue, réellement. C'est-à-dire, le mec, il n'arrive pas à trouver ses mots, il ne peut pas en parler tellement ça l'a bouleversé jusqu'au tréfonds de son être. Et on pense jamais à ça. Il y a le côté un peu coterie qui est renforcé par Facebook parce que précisément les gens qui sont là, c'est nos amis. Donc il y a un peu ce côté, c'est le café du commerce, mais le café où il y a tous nos copains, quoi. En gros. Donc on se pousse du coude, on ricane tous entre nous, mais on peut aussi, voilà, faire des mécontents. Et sur les sujets politiques et sociaux, c'est sûr qu'on en fait. Parce que je pense qu'on a tous arrêté de penser que dans les milieux, y compris littéraires ou pseudo-intellectuels ou para-universitaires, il n'y avait que des gens de gauche. En ce qui nous concerne, ça peut être ça le problème. Et moi, je suis certain que des déclarations, par exemple, sur le mariage gay, même si à ce moment-là, ça m'a fait très plaisir parce que j'ai reçu des commentaires de pas mal de personnes de cette communauté qui étaient eux concernés au premier chef par le débat et qui ont dit vraiment merci de parler de ce sujet de cette façon-là. Ça, c'est plutôt gratifiant. Mais je pense qu'il y a également des gens qui se sont dit Fabrice Collin, never ever, quoi. C'est terminé, je ne vais plus entendre parler de ce connard. Ou, voilà. Et ça, c'est un risque aussi. Je le précise parce qu'on entend souvent ça quand on écrit des articles qui, pour nous et pour notre entourage, peuvent paraître assez consensuels. Les gens disent tu fais ta promo, tu te mets un peu en avant, mais c'est à double tranchant. En tant qu'auteur, on peut aussi perdre des lecteurs à ce moment-là, des gens qui vont se dire ah ok, tu penses ça, bah on n'est vraiment pas du même bord, je vais pas lire tes bouquins, c'est sûr que ça va pas me plaire. C'est une réaction très con, mais elle existe. Je vous remercie. Donc, je vais passer à la question suivante. Je pense qu'elle recoupe pas mal ce qu'on vient de dire, donc je vais résumer. Il y a Alain Damasio qui parle, quand il parle des nouvelles technologies de l'information, il parle du techno-cocon. C'est-à-dire, en gros, il conçoit Internet comme une bulle protectrice. Et le fait qu'on consulte son téléphone portable en étant un peu replié sur soi-même, dans une position que lui juge fœtale. En gros, il estime que quand on publie sur le net, on ne publie pas pour le monde entier, mais au contraire, on considère Internet comme une bulle protectrice. C'est une écriture de l'entre-soi. Donc j'allais vous poser la question, mais finalement vous venez de répondre, c'est-à-dire que oui, c'est une écriture de l'entre-soi, et le plus souvent, on a tort de se croire entre soi. J'ai bien compris. Bien. Alors maintenant, on va passer à des plaines arides et juridiques. Puisque l'écriture est en train de vivre sa révolution numérique, on prévoit pour le moment la mort totale de l'auteur et de l'éditeur et de la littérature dans son entier. Moi, j'ai passé tout le salon du livre avec plusieurs badges. Quand il n'y aura plus d'auteurs, il n'y aura plus d'éditeurs, il n'y aura plus personne en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que vous allez vous autodétruire dans les 5 ans, que vous allez vous reconvertir, ou qu'il va y avoir de nouvelles pistes pour un modèle économique viable? Alors, on avait un petit projet d'ouvrir une pizzeria avec Fabrice, mais je pense qu'on va continuer un peu quand même à écrire
Non, mais c'est un sujet. La seule question, c'est la reconduction et la formation des lecteurs. C'est pas parce qu'il y a des changements de support que la lecture va disparaître. C'est pas parce qu'il y a des changements de support que la lecture va être renforcée. Il ne faut pas croire que tous les ados vont se mettre à lire sur tablette non plus dans l'autre sens. En revanche, à part ce goût de la lecture, auquel d'ailleurs notre gouvernement est fortement attaché, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre. Donc nous, je pense que c'est peut-être aussi une des raisons de ce blog dans sa périodicité, c'est d'entretenir comme ça le goût de la curiosité, de la découverte pour des livres. Mais à la fois, on n'est pas des magiciens, on peut pas créer de nouvelles générations de lecteurs. On se doute un petit peu avec les pratiques comme ça qu'on voit autour de nous chez des jeunes par rapport à l'écran que bon voilà, il y aura peut-être un peu moins de lecteurs. À la fois, je trouve qu'il faut jamais être non plus. Enfin bon, je pense que c'est quand même aussi c'est aux parents, à l'école aussi de générer la curiosité pour la littérature. Mais est-ce que si le nombre de lecteurs baisse, on peut s'inquiéter. À la fois, je pense qu'au XVIIIe siècle, il n'y avait pas beaucoup de lecteurs non plus. Hein. Donc l'éducation a quand même multiplié le lectorat par 10, 100, voire 1000. Donc de toute façon, il y a beaucoup plus de gens qui lisent qu'avant. Ça peut baisser. La seule question de savoir, c'est est-ce que c'est dangereux pour la littérature ? Est-ce que parce que les livres se vendent moins, ça veut dire qu'il y a un péril qui est en train de se passer ? Moi, je pense que la littérature, c'est pas le monde de la communication ni de la démocratie. Qu'un livre n'est pas invalidé, quoi qu'en pensent certains crétins du masque et de la plume, parce qu'il a peu de lecteurs. Un livre peut avoir 200 lecteurs. Après, il faut se repositionner et se dire, voilà, est-ce que c'est parce qu'il a 200 lecteurs, il existe moins qu'un livre qui en a 2000 ? Moi, je pense pas. Du moment qu'il y a des structures, on s'aperçoit que c'est quand même les petits éditeurs, pas qui s'en sortent le mieux, parce qu'ils sont même pas rémunérés eux-mêmes souvent, mais qui, voilà, ils ont une économie qui est peut-être plus adaptée à ce que c'est que le lecteur d'aujourd'hui. Donc, voilà, si on fait un bouquin de poésie, on le tire à 200, et si on en vend 180, c'est un best-seller pour un éditeur. Donc, il faut pas, je pense, être effrayé par il n'y a pas une disparition du lectorat, puisqu'il n'a jamais été aussi nombreux finalement par rapport au siècle précédent. Mais il redeviendra peut-être quelque chose de plus, on va dire, pondéré, ou voire peut-être, pourquoi pas, clandestin, peu importe. Mais je trouve que tout ça va bien avec la littérature, qui n'est pas... je ne sais pas, personnellement, moi, je ne peux pas sentir de différence si j'apprends que mon livre, au lieu de se vendre à 200, se vend à 2000. Est-ce que s'il se vend à 4000, je ressens quelque chose de différent ? Je ne crois pas. On sait que plus on est dans le nombre, plus on est en général dans le malentendu, puisque il y a eu un relais commercial qui a fait son travail sur autre chose que le fond. Donc moi, je suis pas spécialement inquiet sur... il y a la question financière qui est évidente, mais bon, enfin, dès qu'on veut écrire, on sait très bien que de toute façon, c'est pas possible globalement d'en vivre. Voilà, on peut mettre 2 ans et demi à faire un livre. Au mieux, on va toucher, je parle dans les 3 quarts des cas, on va toucher, je sais pas, 3 000 à 4 000 euros. Donc, c'est évidemment que 4 000 euros pour vivre sur 2 ans et demi, c'est pas jouable. À la fois, il y a d'autres choses, il y a des aides, des bourses, des résidences, des choses comme ça. Mais on sait que quand on s'engage là-dedans, on n'est pas en train d'entrer de plein pied dans une économie foudroyante et salvatrice. Donc à partir de là, bah voilà, on peut faire un blog gratuitement, mais je trouve que c'est intéressant, c'est de jamais être complètement pessimiste en se disant plus personne ne lit, voilà, même si on peut le penser un petit peu, ou il ne s'agit pas du tout de la baisse de la démoralisation de la littérature, genre il n'y a plus de grands livres, il n'y a plus de grands écrivains français, il n'y a plus de bouquins incroyables. Effectivement, si on lit la presse, on va dire nationale majeure, on a l'impression que voilà, il n'y a pas grand-chose d'intéressant qui sort, où on nous fait passer des bouquins nuls pour des choses incroyables. Alors qu'il y a, enfin, je sais pas, pour aller en librairie, je vois bien qu'il y a chez des petits éditeurs, il y a des livres absolument incroyables qui se font. On peut trouver, sans trop exagérer, je pense, 20 livres passionnants qui viennent de sortir par mois. Non, je parlais du pillage numérique, hein, comme il y a eu avec la musique. C'est-à-dire, il y a très bonne musique qui sort, mais maintenant on la paye plus. Ah ouais, mais c'est sûr. Mais et là, il y a le pillage je pense qu'on n'est pas numérique. prêt d'être pillé. Enfin,
Voilà. Moi, si un de mes livres est piraté, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Super. Je pense que j'en parlerai sur mon blog parce que le truc, c'est que les livres les plus piratés cette année, ça a été le Trierweiler, le Zemmour et le Houellebecq. Donc, on parle que de livres qui sont... tous les trois d'ailleurs. En Pléiade, je crois. Avec une jaquette bleu, blanc, rouge. Et voilà, ce sont des livres qui sont vendus à 500 000 exemplaires. Donc, ça serait une bonne nouvelle s'il y avait des gens qui essayaient de pirater du Pynchon, par exemple. Je pense qu'il y a une lumière rouge qui clignoterait au seuil ou un truc comme ça. On en tient un, quoi. C'est la vieille idée qui est apparue, en fait, au moment... Moi, je me souviens, il y a 4-5 ans, il y avait vraiment des débats sur le numérique assez féroces. Et si on n'était pas de plein pied pour le numérique, voire pour la disparition des livres papier, c'est qu'on était des odieux rétrogrades et le bouquin allait disparaître comme les carrioles à cheval s'étaient effacées devant les voitures, quoi. En gros, on est passéiste devant un phénomène inéluctable, etc. Et un des trucs qui... Alors, il y avait deux choses pour nous expliquer que le numérique, ça allait être super. C'était d'abord qu'il y allait avoir du contenu augmenté. Donc ça, j'ai jamais trop pigé le principe. Je crois que voilà, les gens qui font des livres où on vous dit un tel écoute la sonate de Beethoven, alors vous cliquez sur le truc et vous entendez la sonate de Beethoven. Ce qui me paraît hyper destructeur par rapport à la lecture. La lecture, c'est le contraire de ça. Alors, si on commence à vous montrer les choses, ou à les faire entendre, voire ou à les faire sentir, il n'y a plus besoin d'écrire. Donc ça s'appelle un film ou une chanson. Ça, j'ai jamais trop pigé le concept. Et de fait... Alors, je schématise un petit peu. Il y a des gens, par exemple, en jeunesse, qui font des trucs assez intéressants, assez novateurs, et pourquoi pas creuser dans cette direction. Mais j'ai pas l'impression que ça va révolutionner la lecture. Et j'ai l'impression qu'on s'est quand même pas mal calmé sur ce sujet-là. L'autre truc amusant, c'était qu'en gros, on voulait nous faire croire qu'il y avait une grande majorité de gens qui, grâce aux livres numériques, allaient accéder à la lecture, qui était un plaisir qui leur était jusqu'à présent interdit, parce que vous comprenez, les livres c'est trop cher et ils connaissent pas du tout le concept de bibliothèque, par exemple, les gens. Et donc, je sais pas, il y avait cette espèce de mythe comme quoi, vous comprenez, si vous pouvez avoir l'éducation sentimentale ou Madame Bovary gratos sur votre iPad, alors évidemment tous les gens vont le lire. Moi, j'ai pas noté un accroissement fulgurant des lecteurs de Kafka ou de Flaubert ces derniers mois, et pourtant effectivement les livres sont disponibles gratuitement pour la plupart sur Kindle ou sur tablette. Donc de toute façon, la lecture a toujours été un plaisir un petit peu élitiste, exigeant. Et moi, ce qui m'intéresse, et là où peut-être la lecture peut avoir son mot à dire dans le siècle qui vient, c'est que c'est une pratique qui réclame deux choses qu'on a de moins en moins, mais qu'on aimerait bien avoir, c'est du silence, du calme et du temps. Et effectivement, le temps des gens est de plus en plus fractionné. On est sur plusieurs trucs à la fois. On va tweeter, il y a le portable qui sonne, machin. Dès qu'on pose une question, on va sur Google. Il y a ce côté un peu de l'omniprésence de la technologie et de l'information qui, moi, personnellement, par moment, commence déjà sérieusement à me gaver, c'est-à-dire que je pense qu'on commence tous, ça fait un peu vieux con, mais à rentrer dans des phases où on aspire tous à un moment juste à du calme. Donc on voit plein de gens partir de Facebook en disant j'en ai ras le cul en fait de ce flux continu d'informations qui en fait me sert à rien, que j'ai pas le temps de digérer et qui est juste ça, de l'information, ce qui est quand même pas super intéressant. On n'est pas juste des processeurs d'information, quoi. Et d'autre part, voilà, la lecture devient presque peut-être ce qu'elle devrait pas cesser d'être, c'est-à-dire un peu un acte de résistance aussi contre le monde, quoi. En tout cas contre ce qu'on veut nous faire croire qui serait le monde, c'est-à-dire un truc toujours en mouvement, du flux, de l'info, une hyper-connectivité. Voilà. Moi, j'ai pas... J'aime bien aller sur Facebook, j'aime bien bloguer, j'aime bien lire des trucs à droite, à gauche, mais sur les dernières années,
hormis si on se met peut-être à parler de sexe, mais j'ai pas de souvenir de plaisir plus grand que celui d'avoir lu certains livres, quoi. Donc voilà, il y a des vrais moments d'extase, enfin de grâce dans la lecture, et ils sont irremplaçables. Donc j'ai l'impression, hein, que le piratage, c'est un peu un faux problème, parce que genre, la vérité, c'est que la lecture n'intéresse pas assez de gens, en fait, pour qu'ils vraiment ils piratent. En jeunesse, on en voit pas mal, mais ce sont toujours les livres les plus vendus qui sont le plus piratés, et ça n'a pas l'air de déranger grand monde. Sur le Trierweiler, là, il y a eu un phénomène tout à fait intéressant, c'est-à-dire que moi, j'ai reçu, sans l'avoir demandé, je crois que c'était quand même la première fois, un type qui m'envoie un lien vers le PDF du bouquin en disant n'achète pas cette merde, quoi. C'est-à-dire, en gros, peut-être tu voudrais le lire, mais donne pas d'argent à Trierweiler. Si tu veux le lire, tiens, le voilà. Ce qui est assez marrant, parce que j'ai aucune intention de lire ce truc. Et là, il y avait une espèce d'acte de je sais pas, de résistance, un peu enfin, en tout cas de contre-attaque contre la pensée trierweileresque. Il y a eu la même chose aussi sur le Zemmour. L'achetez pas, il est là. Bon, mais c'est débile. Enfin, je veux dire, les gens qui achètent Zemmour, je pense qu'ils veulent lui donner de l'argent, ils l'aiment d'amour, et le principe, c'est pas de pirater le truc. Alors, moi, comme j'avais le PDF, bon, bah, j'ai lu 10 pages du bouquin de Trierweiler qui m'a confirmé dans l'idée que je voulais pas le lire, quoi. Vous avez un rapport long et fourni avec la chose écrite. Est-ce que vous vous sentez pas un peu formaté quand vous voulez vous exprimer librement dans le blog? Est-ce que vous sentez peser sur votre plume, enfin sur votre clavier, un formatage dû à l'écriture répétée de littérature enfantine pour Fabrice Collin, dû à la pratique répétée de l'écriture des autres pour Claro en tant que traducteur? Bref, à quel moment est-ce que vous arrivez à vous dégager? Est-ce que le numérique vous aide à vous dégager de l'emprise? En fait, c'est pas tellement des autres, c'est de l'aspect professionnel de l'écriture. Il y a le même travail qui se poursuit dans l'écriture des livres et dans la pratique du blog, à savoir justement ne pas s'enferrer dans un formatage. Donc, dans l'écriture des livres, c'est un peu une évidence, c'est-à-dire que c'est le rôle de l'écrivain et de se remettre en cause, puisque quelque chose que j'explique souvent, c'est que une vie d'écrivain, c'est une vie on met au point, on installe un système linguistique, bref, on se crée, entre guillemets, une écriture ou un style, on appelle ça comme on veut. Et donc, au bout d'un moment, on doit être prudent par rapport à ça, parce que c'est-à-dire qu'on a un style qui peut se figer, donc qui fait qu'on est reconnaissable, hein. Il y a le style anglo, le style... voilà, bref. Mais au bout d'un moment, on peut être amené à se parodier soi-même. Donc c'est un des travaux fondamentaux de l'écrivain, c'est d'éviter cette façon de scléroser. C'est-à-dire qu'il y a des fois, quand j'écris, j'ai l'impression que je fais du Claro. Je suis dans un système que je connais, donc je sais comment je peux traiter la chose. Et donc là, j'ai un petit voyant rouge qui s'allume ou pas d'ailleurs, et qui me dit, attention, là, facilité, complaisance, donc il faut faire bouger les choses. Ça, c'est un travail sur la longueur, c'est l'écriture d'un livre, donc on peut toujours revenir. C'est pareil sur le blog, mais peut-être que justement l'urgence du blog, le fait de faire ça le matin, ça me prend 1 heure, 1 heure et demie. Bon, bien sûr, il y a le temps de lecture avant. Il y a un côté mise en danger comme ça, parce qu'on ne va pas se relire non plus 10 000 fois. Et du coup, il y a un côté adrénaline, et je pense qu'on essaye de faire attention de pas sortir une connerie monstrueuse, de pas écrire comme un pied tout d'un coup. Donc ça permet une alerte. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose que je fais le matin, comme c'est pas de la gymnastique, hein, puisqu'il y a un fond quand même derrière, mais c'est une façon de travailler la langue à une vitesse qui est différente, hein. On va pas forcément reciter Deleuze, mais c'est vrai que dans l'écriture, il y a des vitesses différentes. Là, c'est quelque chose qui est dans un temps réduit, un espace réduit, et au bout d'un moment, on le maîtrise bien, cet espace, mais il faut quand même faire toujours attention à être percutant, c'est-à-dire quand même se relire, parce que le but ultime, je pense que c'est ce que tu as dit, Fabrice, quand même, c'est le plaisir, c'est-à-dire à transmettre un plaisir de lecture ou
ou de regard ou de ressenti, être quand même dans l'émotion. Moi, je trouve que c'est très important. Il y a même des choses très formelles qui provoquent de grosses charges d'émotion. Et c'est ça qu'on doit transmettre en peu de temps, avec plus ou moins d'enthousiasme, peut-être des fois un peu d'aveuglement, de mauvaise foi, mais tout ça fait partie du style qu'est le blog, qui est quelque chose, ce serait intéressant de voir d'où ça vient, dans sa façon à la fois laudative et des fois critique acide, qui vient d'une tradition du billet d'humeur, du feuilleton, qui passe aussi par la confession, qui passe par l'anecdotique. Enfin voilà, c'est un monde un peu particulier où on arrive à comme ça à faire entrer en fait beaucoup plus d'enjeux peut-être qu'apparemment. Est-ce qu'on dit je, par exemple? Moi, souvent, je dis pas je dans mon blog parce que j'ai l'impression que c'est prétentieux. Je dis on. Et c'est l'autre fois ma fille qui me disait, mais qu'est-ce que c'est prétentieux? Tu dis on comme un on de majesté. Donc, on voit bien que les ressentis peuvent être très différents et que voilà, c'est impossible en fait d'être toujours sur une ligne toujours la même parce que c'est l'objet dont on parle, livre, film, fait d'actualité, qui va générer aussi une forme d'écriture particulière, une vitesse, une violence, ou au contraire une douceur dans ce qu'on va faire. Enfin, moi, je laisse beaucoup l'empathie jouer par rapport à l'objet traité et contourné. Moi, j'en ai déjà des contraintes dans mon travail d'écriture, dans une partie, notamment pour la jeunesse, enfin, les choses qu'on imagine. On n'écrit pas de la même façon pour des gens de 8 ans que pour un public pleinement adulte, ou pour des lecteurs exclusivement de polar, par exemple. Donc, je ressens pas du tout cette pesanteur. Justement, c'est une façon de m'en libérer. Il y a un côté un peu baromètre aussi, c'est-à-dire qu'il y a des jours, on est sur le mode vraiment de la colère, voire de l'éructation, c'est-à-dire quelque chose de très sporadique, une réaction immédiate, quelque chose qui nous embête. Donc là, c'est une décharge émotionnelle, on se libère. Il y a des moments où on a envie d'être marrant, il y a des moments où on a envie d'être contemplatif, il y a des moments où on a envie d'être didactique. Je sais jamais trop comment ça va être. Je pense que j'ai eu différents, alors c'est un peu prétentieux de dire ça, mais j'ai eu différentes périodes, moi, dans le blog. Il y a des moments, c'était vraiment sarcastique. Il y a des moments, j'arrêtais pas de mettre des vidéos. Il y a eu plein de choses, mais je m'interdis rien, je m'impose rien non plus. Donc, ouais, c'est un vrai espace de liberté à sa petite mesure. Après, oui, on est toujours tributaire de nos petites scories stylistiques, des petits tics. C'est aussi ce que les gens aiment bien. Quand je reprenais tout à l'heure l'image des gens qui lisent ça en buvant leur café, il ne s'agit pas forcément de leur faire recracher leur café à chaque fois, quoi. Donc, on peut aussi être dans du Claro, dans du Colin, parce que y a des gens qui aiment bien retrouver ça, quoi. Moi, je sais que quand Claro parle de Florian Zeller, par exemple, ou de Houellebecq, c'est inimitable. Enfin, c'est un truc il n'y a que lui qui fait, en tout cas qui le fait de cette façon-là. Donc on a aussi envie de retrouver ça. Voilà. Et moi, j'ai un certain type de lecteurs qui vont réagir à un certain type de post. Qui des fois me le disent, donc j'ai conscience de ça. On me dit là on a retrouvé le Colin, je sais pas quoi, polémiste ou marrant ou enfin ils sont deux généralement à dire ça, mais ça veut quand même dire quelque chose. On est multifacette, mais on peut vraiment s'exprimer de la façon dont on veut. Il n'y a pas il y a pas d'éditeur. On fait gaffe à la façon dont on écrit, mais on n'est pas soumis à un quelconque diktat. Donc, vraiment, pour moi, c'est presque l'espace de libération de la contrainte, au contraire. Bien. Une dernière question avant de passer le micro à celui qui voudra. Est-ce que vous pouvez citer votre blog préféré? Voilà, celui que... Voilà, le blog exemplaire, celui que vous aimez le plus mieux. Fabrice Collin.
C'est un peu banal, mais je regarde beaucoup enfin, je regarde le blog d'Éric Chevillard est très marrant parce que c'est des petites, là pour le coup, c'est des petites grenades dégoupillées ou des fleurs ou des instantanés. Ça, c'est un peu tout et n'importe quoi. Là aussi, ça dépend des humeurs, mais c'est toujours des petites histoires, des petits aphorismes en 3-4 lignes. Et alors ça, c'est vraiment un vrai plaisir. C'est un peu comme le haïku du matin, quoi. Il y a pas mal enfin, il y a beaucoup d'intelligence et de grâce là-dedans. Donc ça, c'est quelque chose que je retrouve vraiment avec plaisir. Je vais beaucoup traîner sur le blog de Claro aussi. En fait, c'est pas très original. Je suis pas en vérité un grand lecteur de blogs. Je lisais autrefois pas mal de blogs littéraires ou pseudo-littéraires. Et ça, c'est vrai qu'il y a eu une grande période où il y avait, alors ces typologies, c'est plutôt la jeune femme de 25-35 ans, souvent femme au foyer, qui faisait des blogs littéraires. Donc vraiment à boire et à manger. Mais il y avait 2-3 trucs bien. Moi, ce que je considérais comme étant les trucs bien, c'est les gens qui disaient du bien de mes livres au départ. Je disais vraiment quelle finesse d'analyse remarquable, et donc je les suivais, et bien, toutes ces narrations ont fini par arrêter au bout d'un moment. Et c'est assez intéressant ce qui s'est passé à ce niveau-là, c'est qu'en vérité les blogueuses, comme très souvent des filles, ont commencé de façon tout à fait dilettante, comme ça, à faire leur truc. Tout d'un coup, ça a gonflé, il y a eu du suivi, du lectorat. Les éditeurs ont commencé à se dire ah bah tiens, il y a une vraie force là de prescription, donc on va envoyer des bouquins. Les filles, je pense au départ, étaient ravies parce que elles recevaient des bouquins gratos, c'était finalement un peu leur rêve, enfin ça tombait bien. Elles se mettaient à dire du bien de tous les trucs. Dans un cas, donc le blog, ça fessait complètement sur lui-même parce que en gros, vous n'avez plus le droit de dire du mal des livres parce qu'on vous les envoie gratuitement. Il y avait un peu ce terrorisme-là. Et souvent, dans un second temps, pour se rebeller contre ça, il y a toujours le billet d'humeur du blog où la nana dit faut pas croire que parce que vous m'envoyez les trucs, j'en dire du bien. D'ailleurs, dont acte, je vais commencer à défoncer la gueule de tel livre. Et ensuite, donc, les éditeurs ont arrêté d'envoyer des livres. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et cette espèce de blogosphère à 90% féminine, à 90% aussi indigente, faut bien le dire, mais les 10% restants étaient assez intéressants, a eu tendance à s'étioler comme ça avec le temps. Je pense qu'il y a eu un âge d'or qui est passé. D'ailleurs, le blog est considéré souvent par la génération Y ou Z, je ne sais plus très bien où on en est, comme un truc assez désuet. Il y a eu vraiment, moi j'ai lu des blogs, notamment le blog de Maya Mazoret au début des années 2000, et il a été extrêmement suivi. Et il y avait une vraie mode des blogueurs. Là, je pense que c'est plutôt déplacé sur YouTube ou des choses comme ça, avec des enjeux réellement financiers par contre. Et que vraiment, le blog, c'est l'artisan de la petite voix intérieure, et ça va pas plus loin, quoi. Oui, non, j'ai pas non plus une grosse pratique du blog. Tu citais Éric Chevillard, effectivement, mais c'est là où on voit qu'on met la même appellation pour des choses qui sont complètement différentes, puisque voilà, entre guillemets, le blog d'Éric Chevillard, c'est chaque fois 3 courts segments, donc on n'est pas du tout sur le même modèle. Moi, en fait, j'en ai 3-4 comme ça que je vois régulièrement, mais ils sont plus à la limite, je dirais des fils d'information qui vont me permettre de tomber sur des pépites ou des choses intéressantes qui se passent au niveau des publications, que ce soit aux États-Unis ou en France. Alors, j'ai pas cherché exhaustivement sur Internet quels étaient vraiment les blogs qui pouvaient me passionner, me parler, où on parlait vraiment des livres, c'est-à-dire d'écriture. Je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça, puisque justement, comme on le disait, on est beaucoup dans le ressenti, dans le réactif. Souvent, voilà, on lit des textes où les gens vont juste dire qu'ils ont aimé, ils vont dire et en plus c'est bien écrit. Enfin, bon, c'est souvent indigent. Après, il y a des choses forcément qui sont d'un plus haut niveau parce qu'ils sont faits entre guillemets par des professionnels. Je pense par exemple
au blog site blog de la librairie Pstyx, qui est une librairie de Bruxelles, qui est fait par un libraire qui s'appelle Emmanuel Requette, où quand même très régulièrement, sur des sujets très pointus, il fait des papiers voilà, qui sont en aucune commune mesure avec le blog, on veut dire, de pur blog gustatif, quoi, où vous dites finalement... Enfin, moi, c'est pas de lire un blog où on va dire j'ai vraiment aimé ce bouquin, c'est super, c'est incroyable, il y a des scènes folles. Ça me donne pas du tout envie de le lire. C'est pas ça que je recherche. Et puis surtout, je passe pas par ce médium-là, en fait, paradoxalement, pour trouver les livres. Voilà, c'est souvent plutôt par des gens qui vont m'écrire directement, qui vont me conseiller, ou des éditeurs qui vont obligeamment m'envoyer les bouquins. Voilà, je suis pas sur. Il y aura un sujet effectivement sur les blogs sont-ils prescripteurs. Je sais pas. Ça m'arrive des fois qu'un éditeur me dit c'est super, vous avez parlé de notre livre, du coup on a eu 2 ventes et demie, donc bon, tout le monde est content. Mais une fois de plus, quand on parle de choses confidentielles, de toute façon elles resteront confidentielles et elles sont pas appelées. Voilà, le but, c'est pas que ça se vende à 200 000 exemplaires. Donc, on est dans le confidentiel, dans le clandestin, dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut aussi parler d'un bouquin parce qu'on n'est pas dans l'actualité. Donc, des fois, si je découvre un bouquin qui est paru en 2006 ou en 1992 qui me plaît, je vais pas m'empêcher d'en parler, même s'il est plus disponible. Pourquoi pas, il y a toujours d'autres façons de le trouver. Donc, c'est bien d'être un relais aussi pour des choses discrètes ou effacées ou oubliées ou à côté desquelles on est passé, puisque maintenant on sait qu'au niveau de la critique littéraire, il n'y en a plus, quoi. On s'en aperçoit, c'est complètement fini, c'est terminé, plus personne n'y croit dans les journaux, quoi, à part peut-être encore le matricule des anges et encore. Mais moi, si j'ai une des recommandations à faire, c'est d'aller voir le blog de Jourde. Enfin, un bon auteur, on va dire, après tout ce dont on a parlé. Et puis, effectivement, celui de Maya Mazorette, Sexactu, sur GQ, ne parle pas que de sexe, quelquefois, parle de littérature. Et celui Titu Lecoq, Girls and Geeks, même si vous trouverez plutôt sa prose sur Slate, désormais que sur son blog, mais celui arrive encore de faire des posts intéressants. Alors, on pourrait peut-être poser la question à notre nombre public. Est-ce qu'il y a des questions ? Simplement, c'est un peu mêlé parce qu'en fait, vous avez répondu à beaucoup des choses que j'avais notées, mais je me posais une question. Par exemple, Éric Chevillard, ça existe aussi en livre. J'ai jamais regardé les livres, donc en vérité, je ne sais pas s'il y a des modifications entre ce qu'on trouve sur son blog et effectivement 3 petits billets, enfin 3 petites, voilà, par jour. Vous, ce sont des blogs avec des posts qui sont indépendants les uns des autres. Il n'y a pas... Peut-être ça vous arrive, je ne crois pas avoir vu ça passer non plus, mais de faire une chose 1 sur 2, 2 sur 2, mais enfin, c'est indépendant. Au-delà de la question de l'écriture augmentée ou de la lecture augmentée, et des questions que ça pose de rapport au temps à la lecture, parce qu'effectivement, si on peut cliquer sur un lien à chaque instant, ça transforme complètement ce temps. Mais je me disais, là, c'est une manière, effectivement, de pouvoir faire de la prescription, de pouvoir offrir une vitrine à des livres qui n'en ont pas eu et qui vous semblent la mériter en tous les cas. Est-ce qu'on pourrait et du coup techniquement par le blog c'est possible aujourd'hui, peut-être c'est une chose qu'on aurait pu avoir envie de faire il y a 20 ans, mais techniquement c'était quand même un tout petit peu plus difficile. Est-ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui que grâce à la technique et grâce ou en tous les cas et au fait qu'il y ait du coup une question de réception plus que finalement de réaction, mais de réception un peu rapide, un peu directe, vous pourriez imaginer inventer un dispositif qui fasse une fiction complète, mais qui soit uniquement créée numériquement. Mais il y avait Emma Ril qui avait sorti un bouquin au Seuil qui était exclusivement numérique et qui était un livre complet avec des possibilités de lire des chapitres de manière aléatoire et du coup une construction très particulière pour que tout se tienne absolument, qu'on lise dans un sens, qu'on lise dans un autre, qu'on lise chapitre par chapitre ou qu'on lance une sorte de lecture aléatoire. Et ça, aujourd'hui, ça pourrait faire œuvre. Mais du coup, est-ce que vous pourriez imaginer, vous emparez des questions techniques pour faire des choses que vous ne pourriez pas faire, enfin, que vous n'auriez pas pu faire il y a 20 ans, qui sont possibles aujourd'hui et qui permettraient, voilà, encore une fois, il ne s'agit pas d'une vidéo, d'une machin, mais qui permettrait une écriture numérique au-delà de simples questions
technique, quoi, ou de passation, de prescription, qui fasse un de vos livres, en fait. Moi, je vais refroidir un peu l'ambiance. Ces possibilités me paraissent pas super intéressantes ou pertinentes par rapport à l'essence même de ce qu'est une fiction ou de ce qu'est l'écriture. J'ai l'impression que, assez bizarrement, certains médias, ça a été le cas de Twitter, ça a été le cas de Facebook, sentent confusément qu'il y a un truc dans la littérature qu'ils n'auront pas. Et donc, il y a eu un moment, Twitter, moi j'ai participé à ce truc-là comme un con, mais c'était en gros, on va faire des fictions Twitter, etc. Bon. Donc là, c'est en fait le support qui crée le contenu, quoi. Alors, c'est peut-être pas exactement la question, mais en l'occurrence, les maigres tentatives qui ont été faites dans ce sens-là étaient, à mon sens, complètement ratées. En tout cas, la mienne l'était. Sur Facebook, il y a eu un moment, un truc, je crois que c'était Gavalda qui avait lancé ça, genre inventer la suite, enfin, une espèce de truc participatif. Bon. Enfin, c'est gadget, c'est marketing. Par contre, c'est sûr que ça va être relayé dans la presse, etc. Et ça marche magnifiquement avec After sur Wattpad. Ouais, bah alors, enfin, bon, After est, je pense, peut-être un des... Enfin, le résultat, le livre qui a été publié, parce qu'au final, on en vient quand même toujours au livre, est une abomination littéraire. C'était boursoufliflant, oui. Je ne sais pas si vous avez essayé. C'est vraiment... Enfin, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans une surenchère, là. Il y a eu 50 nuances de Grey, et on se dit quelle horreur. Et il y a le truc au-dessus, et on ne sait pas où cette quête de la nullité va se terminer, mais c'est impressionnant. Donc, c'est des phénomènes qui sont intéressants, parce que en termes marketing, notamment, effectivement, c'est des trucs qui cartonnent. Moi, j'étais intéressé par voir que, notamment au Japon, il y avait une vraie écriture pour téléphone portable, quoi, enfin smartphone, et qu'il y a des trucs qui cartonnaient. Parce que je crois qu'il y a un livre qui s'est vendu à plus d'1 million un texte, 1 million d'exemplaires voilà, téléchargés, donc qui a rendu son auteur assez riche, manifestement. Et c'est assez marrant parce que j'ai une connaissance qui a essayé de transposer le modèle économique en France, et donc de créer une boîte d'édition de contenu pour smartphone en faisant appel à des vrais auteurs. Enfin, il y avait Marie Desplechin, etc. Et ça, enfin, elle a fermé la porte très rapidement. Donc, je pense qu'il y a aussi des espèces d'atavismes presque nationaux qui sont assez étranges. Mais on voit bien, qui sont peut-être aussi liés à la question des trajets, à la question du rapport de la population à la technologie, mais aussi évidemment au maillage des libraires, qui font que voilà, les gens sont plus ou moins réceptifs. Et moi, j'étais à Hong Kong il y a 2 ans. Tout le monde lit sur tablette, tout le monde. On voit plus de livres papier, mais c'est pour une raison très simple, c'est que généralement les gens vivent à 4 dans 30 mètres carrés. Réellement, enfin, c'est les vrais chiffres. Donc, c'est impossible d'avoir de bibliothèque. Il n'y a pas de librairie, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de place pour les livres dans cette ville. Donc là, bon, pourquoi pas. Après, enfin, si la question me portait plus en tant que créateur, est-ce qu'on voit des opportunités là-dedans, dans cette écriture ? Je veux bien croire qu'il reste des choses à inventer. Je ne me suis pas trop penché là-dessus, parce que justement, je crains que ça soit plus des opérations marketing. Enfin, moi, c'est comme ça que pour l'instant, j'imagine le truc, c'est qu'on vendrait, en fait, notamment à la presse, le procédé plus que le contenu, toujours. Alors, c'est gentil de changer les formes, les écrans, les trucs et tout, mais au final, enfin, pour moi, ce qui est important, ça reste quand même l'écriture, 2, l'histoire, et ça, ça va pas trop changer. C'est pour ça que si on applique ce qui s'est passé, notamment avec la musique au livre, ça me paraît pas tout à fait pertinent, parce que la musique, il y a quand même le concept d'album avec plusieurs morceaux, le fait de zapper de l'un à l'autre, ça. Le livre, il faut toujours 2 mains pour le lire, en gros. Alors peut-être juste une seule si on considère qu'on va cliquer sur un truc, mais il en faudra toujours une. La vitesse de lecture va pas augmenter. Et pour moi, la vraie révolution, elle n'est pas du tout arrivée, en aucun cas, parce que finalement,
Moi, quand j'ai eu... Alors moi, je me sers de Kindle pour lire des PDF, etc., d'éditeurs qui m'envoient des trucs. Donc là, pour le boulot d'éditeur, je vois aucun intérêt, à part cette question du stockage qui peut parfois avoir un sens. Bon, enfin, c'est pas comme si tous les gens avaient le problème d'avoir trop de livres chez eux. Je pense que ça concerne que les auteurs, justement, en gros. Ça, par contre, on l'a, nous, ce problème, mais ça serait une bonne nouvelle si c'était ça le vrai souci. Il faut arrêter de prendre les gens pour les imbéciles. Oui, je peux avoir 2000 bouquins sur mon truc. Ah bon, parce que tu comptes lire 2000 bouquins, enfin, Mazel Tov, mais généralement, c'est pas le cas. Donc, pour moi, voilà, le numérique, alors on peut chercher la définition d'un mot, enfin super, enfin, pour moi c'est de la rigolade. Alors, et c'est des prophéties auto-induites et qui sont aussi créées et boostées par Amazon, par Google, etc., qui nous dit que c'est ça l'avenir, parce qu'eux, ils veulent vendre leur truc, quoi. Donc, effectivement. Mais en termes de progrès, on lira pas les livres plus vite, quoi, par exemple. Et oui, alors le livre, il peut se déchirer, il peut s'abîmer, ouais, puis votre tablette, elle peut aussi s'éteindre, puis vous paumez 2000 bouquins d'un coup. Enfin, bon, on peut discuter longtemps de ça. En revanche, avec les recherches qui se font sur les processus neuronaux et peut-être qu'un jour on va arriver à quelque chose qui n'est pas encore inventé aujourd'hui et qui va modifier totalement notre rapport à la lecture et à l'écriture, parce que peut-être que le livre s'écrira dans l'esprit des gens, j'en sais. Enfin, il peut se passer des trucs comme ça, c'est-à-dire rentrer dans le livre, j'en sais rien, mais je pense qu'on est vraiment qu'aux prémices de ça. Là, on a fait un truc assez homothétique finalement. Et moi, dire que je vais écrire plutôt des chapitres de 4000 signes pour que ça rentre dans le machin, bon, c'était... on m'avait proposé pour cette boîte de romans sur téléphone portable d'écrire un roman. Et la seule idée, en fait, qui m'était venue, mais qui marche qu'une fois, c'était de faire une espèce de méta-roman, c'est-à-dire qu'en gros, l'idée était que c'était un type qui envoyait réellement des SMS à quelqu'un, ou des SMS, donc il y a un nombre de signes limité, parce que il était dans un endroit où il y avait un truc qui était allumé juste pendant 1 heure pendant la journée. Il était dans une espèce de prison et il pouvait écrire. Et comme en fait il avait plus aucun numéro en tête, il envoyait un numéro au hasard. Et donc pour le lecteur, c'était une façon d'être un peu récipiendaire du truc en se disant je suis en train de recevoir un truc qui m'est pas destiné mais que je vais lire. Et il y avait ce côté chapitrage. Tous les jours vous recevez un chapitre d'un mec qui vous dit je suis prisonnier dans un endroit, je crois que c'est une secte, je sais pas trop ce qui se passe, etc. Donc là le contenant, les contenus se rejoignaient et c'était marrant, mais enfin on conviendra que c'est gadget, quoi. Moi, alors je manque énormément, je pense, d'imagination à ce niveau-là. Je suis pas le bon client pour ça, mais je vois pas en l'état actuel des choses en quoi le rapport à l'écriture pourrait être changé, si ce n'est de façon restrictive en fait. Pour nous. Non, je sais pas si je peux rebondir parce que enfin, j'ai une piste, mais je veux pas prendre du temps non plus trop et c'est peut-être un peu à côté. Mais dans la sphère Internet, cette nouvelle interface, cette possibilité de il y a aussi quelque chose qui pour moi va contre l'écriture, contre la littérature, et qui encourage cette idée qu'effectivement tout le monde peut écrire, tout le monde peut se faire publier, on peut même se faire éventuellement imprimer soi-même le livre. C'est-à-dire qu'on glisse vers la communication. La littérature, c'est justement pas de la communication. La communication, c'est qu'il y a deux personnes, donc je communique avec quelqu'un, je tiens compte de ses attentes. Voilà. La littérature, c'est le contraire, il y a personne en face. Je fais quelque chose, ce que je vais faire va créer un jour un lecteur, va prendre un lecteur d'avant et en faire un lecteur d'après, va le changer dans le meilleur des cas. Donc on n'est pas du tout dans la communication. Donc voilà, c'est sur ce rapport-là, je trouve qu'il faut rester intransigeant et vigilant. Non, enfin bien sûr, tout le monde peut écrire parce que c'est pas comme le pipeau, il y a pas besoin de faire de solfège. Mais ça fait oublier cette chose, qui est évidente, c'est qu'il faut une raison pour écrire. Il faut pas une envie. Ça suffit pas. Enfin, moi, j'ai même pas envie d'écrire. Je dois avoir des raisons, mais c'est pas une envie. Et souvent, les gens vous disent j'ai envie d'écrire. Je comprends même pas la phrase. C'est-à-dire, on écrit, on n'écrit pas, parce que derrière, il y a des vraies nécessités qui engagent, je pense, la mémoire, le corps et des tas de choses. Donc, c'est dommage d'arriver à faire croire que écrire, c'est juste ou communiquer ou s'épancher ou
presque quelque chose que de l'analyse de soi. Enfin, ça peut être aussi tout ça. Hein. Mais voilà, enfin, les choses fortes qu'on aime en littérature, on comprend bien que c'est aussi quand il y a une nécessité. Et cette nécessité, elle n'a rien à voir avec le support. Voilà. Je sais pas, l'autre jour, des électriciens sont venus chez moi et donc ils ont tout coupé pendant une journée. Et je me suis dit, ouais, c'est une contrainte intéressante. Mais ça ne peut pas me couper ma nécessité d'écrire. Donc après, je prends un papier et puis s'il n'y a plus de lumière, ben voilà, je trouverai une solution. Enfin, on s'en fiche. L'écriture est toujours quelque chose qui s'est en permanence adapté au support avec globalement une certaine facilité. Mais les choses ont très peu changé. Hein. En fait, si on parle en technique, je veux dire, depuis l'invention de la machine à écrire, c'est quand même assez dingue de se dire qu'on est toujours au clavier. Donc ça fait quand même un bout de temps. Moi, ce qui m'intéresserait, effectivement, c'est que la technique puisse m'apporter des choses différentes. J'ai vu là dans des nouveaux téléphones portables, en fait, au lieu de taper sur les touches, vous faites une espèce de chemin comme ça entre les lettres. Et effectivement, le téléphone reconnaît. Voilà, il vous propose même des choses qui vous permettent d'écrire sans réfléchir du tout. Et je me disais, tiens, ça serait amusant. Est-ce que si j'avais un clavier comme ça, au lieu de taper le mot arbre, je fais ARBRE comme ça rapidement, ça le tape. Je me dis, ouais, c'est pas mal. Après, il peut y avoir un gain de temps, mais à la fois, est-ce que je suis vraiment à la recherche d'un gain de temps ? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que si c'était possible, voilà, à moins d'être complètement sénile, je pense que je m'y mettrais, ça m'amuserait, comme je me suis habitué à d'autres interfaces. Mais c'est évident que ça ne va pas modifier l'écriture chaque fois. Cette question de savoir est-ce que la technologie modifie notre rapport à l'écriture ? Je crois pas trop. Enfin, ça a tellement peu changé. Moi, je tape avec 2 doigts, je tape avec 10 doigts. Si je tape avec 10 doigts, est-ce que ça change vraiment l'écriture ? Je suis pas certain. Après, c'est un rapport que je trouve qui est plutôt amusant avec la machine, qui permet justement, à l'écriture de se développer via quelque chose de plus, comment on va dire, entre guillemets, neutre.